Bonjour à toutes et à tous, suivant l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo. Nous allons aujourd'hui parler du sujet qui concerne la musique rock et tout principalement la musique grunge. Cette mouvance a pris naissance à Seattle au début des années 90 et malheureusement a petit à petit disparu dans le début des années 2000, laissant place quand même à une certaine empreinte dans le milieu de la musique. Je vais avec vous donc vous expliquer un petit peu quelle est la naissance de cette musique, quels sont les acteurs principaux et quelles traces finalement elle a pu laisser dans la suite des artistes qu'on peut encore aujourd'hui voir sur la scène musicale. Bon, donc pour démarrer, Seattle est une ville qui est une grande ville au niveau des États-Unis, hein, qui est comme Vancouver. C'est une ville côtière dans le sud-ouest de l'Alaska. Et donc cette ville a été connue pour la simple et bonne raison qu'elle fait beaucoup de transports transpacifiques. C'est-à-dire qu'elle a des ports où partent des grands bateaux de fret et donc ça a favorisé pendant longtemps un essor économique pour la ville puisqu'elle a été souvent ciblée principalement par des différents secteurs économiques afin de pouvoir enrichir la ville au fur et à mesure. C'est une ville qui avait dans les années 1800 été déjà agrandie pour pouvoir être une ville qui transportait du bois pour toutes les villes au niveau des États-Unis, voire même à l'étranger, puisque c'est un climat quand même assez océanique. Donc c'est un climat qui est tempéré et assez pluvieux. Faut le savoir, Seattle, c'est une des villes aux États-Unis qui est quand même la plus pluvieuse, on va dire 220 et quelques jours par an, ce qui est quand même pas mal. Et donc ça favorise la faune et la flore. Elle est d'ailleurs axée à un endroit où elle est située entre la mer et la montagne, ce qui fait qu'elle est des fois aussi sujette à des anticyclones. Donc voilà, donc c'est une ville qui, même si elle n'est pas froide, elle reste quand même assez grise toute l'année. Au niveau économique, donc elle a vécu au début, dans la naissance de cette ville qui est devenue une grande ville, elle a vécu d'abord dans le transport du bois et par la suite elle a commencé aussi à avoir des grandes industries qui permettaient tout simplement pendant la Deuxième Guerre mondiale de fournir des avions. Donc elle avait des grandes sociétés comme Boeing qui permettaient la construction aussi bien de chantiers navals pour des navires de guerre que pour des avions qui faisaient partie de la Navy. Par la suite, elle s'est développée dans les années 80. Il y a eu petit à petit des grandes entreprises, des corporations comme Microsoft qui se sont installées et qui ont fait un peu du développement technologique qui donnait petit à petit du travail aux gens qui habitaient Seattle. Mais malheureusement, cette ville n'a pas toujours été fructueuse, c'est-à-dire que ça a souvent été en dents de scie et il y a eu beaucoup aussi de départs d'habitants pour d'autres villes qui étaient peut-être un peu plus agrémentées au niveau des secteurs d'activité ou qui pouvaient en tout cas permettre d'avoir une meilleure condition de vie puisque il y a des gens qui ne souhaitaient pas faire de l'usinage ou travailler dans les docks. Donc ce qui fait que beaucoup de gens ont quitté Seattle. Il y a le temps aussi qui n'a pas amélioré les choses. Et voilà, donc il y a eu par exemple une grande vague de départ dans les années 70. D'ailleurs, ils avaient mis une pancarte à l'entrée de la ville qui stipulait que pour le dernier habitant qui quitte Seattle, qui n'oublie pas d'éteindre la lumière. Voilà, c'était une petite anecdote. Donc cette ville a souvent eu donc des essors au niveau professionnel puisqu'elle a varié
entre le transport de fret, entre la construction, Boeing, la construction d'avions. Elle a joué aussi un rôle de ville ouverte, c'est-à-dire que elle a subi aussi des vagues d'immigration successives, comme les hispaniques, les asiatiques, pour toujours le travail, puisque les gens de Seattle se spécialisaient dans des domaines précis. Mais malheureusement, c'est une ville qui n'attirait pas tout le monde, puisque le climat est particulier et donc voilà, c'est pas toujours évident par rapport à la côte californienne par exemple, qui était plus attractive, où il y avait un peu plus de soleil, peut-être plus d'opportunités pour des gens peut-être qui souhaitaient rentrer dans d'autres secteurs d'activité. Seattle était plutôt tristounette. Voilà, c'est une ville qui a énormément construit entre les années 70 et les années 90, puisqu'elle s'est petit à petit développée. Donc quand à un moment les usines ne produisaient moins ou ne produisaient plus, comme d'ailleurs Boeing est parti en 2001, elle s'est plutôt développée soit dans des immeubles administratifs pour pouvoir faire des centres administratifs. C'est pour ça qu'on voit d'ailleurs l'essor de grandes tours dans les années 80 qui ont été construites, rendant en fait une ville un peu gratte-ciel. Et de l'autre côté, il y a eu aussi beaucoup de développements comme Microsoft qui ont peut-être fait, il y a eu des coins qui ont été plutôt des villages un peu grandes usines technologiques, soit sur l'informatique, soit sur les nouvelles technologies, qui aujourd'hui encore sont des usines qui font beaucoup de chiffre d'affaires. Voilà, ça a été aussi le cas des ventes comme Amazon. Il y a l'entreprise Amazon qui s'était installée là-bas. Ça, c'était un petit aparté. Sur le côté culturel, Seattle a accueilli énormément de gens dans le théâtre, a accueilli énormément de concerts sur d'autres artistes, d'univers musicaux différents. Des tendances aussi musicales se développaient à Seattle. Il y a eu énormément, par exemple, de festivals jazz, comme des jazzmen connus, Bill Frisell, Wayne Horvitz, qui sont des gens qui sont passés à Seattle. Certains y ont vécu. Et il y a eu aussi Jimi Hendrix qui vient de Seattle. Donc il y a eu quand même, elle était connue quand même pour être une ville très accueillante et qui était ouverte. En ayant surtout une oreille musicale, ce qui n'était pas forcément possible dans certaines villes des États-Unis. La communauté black n'était pas forcément, ou la musique black n'était pas forcément bien admise. Par la suite, il y a eu les années 70, donc il y a eu l'influence du milieu punk, de la musique punk rock, qui a émergé, puisque comme toutes les États-Unis étaient aussi occupés par des Anglais, donc des fois les États-Unis étaient aussi très influencés par les tendances anglaises, et donc ça correspondait tout simplement aux époques où le chômage commençait à venir, et puis aussi à une certaine forme de rébellion au niveau jeunesse qui faisait que il y avait ce refus qui commençait, surtout à Seattle, qui commençait à naître, ce refus un petit peu d'être dans les cadres, cette marginalisation au niveau de certains jeunes qui peut-être ne souhaitaient pas avoir le même avenir que leurs parents, ne souhaitaient pas travailler en usine, ne souhaitaient pas forcément fonder une famille tout de suite, et donc sont nés les mouvements punk aux États-Unis aussi par un peu rébellion de la jeunesse. Alors le mouvement punk est assez particulier, c'est que non seulement c'est un mouvement qui peut être à consonance anarchique, il y a le refus de faire partie de la société, le refus de vivre comme une bonne partie de la société, et il y a des fois une marginalisation qui peut aller jusqu'à vivre dans la rue, donc c'était quand même très particulier. Donc voilà, la plupart des gens c'était vraiment pour un petit milieu, on va dire, qui était encore minoritaire à l'époque. La plupart des gens allaient plutôt dans des soirées disco, et certains jeunes qui vraiment désiraient entre guillemets aller plutôt dans les petites soirées, on va dire underground, vraiment soit dans des salles, dans des garages, soit dans des petites salles de concert louées pour l'occasion, faisaient donc partie
faisait partie tout simplement de soirées punk, ce qui n'a pas forcément duré très 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 longtemps, puisque comme on le sait, dans les soirées punk, il y avait beaucoup de bousculades, beaucoup de remue. Ça allait jusqu'à des bagarres, des gens en état d'alcoolémie très avancé, et c'est pas un mouvement qui plaisait à tout le monde. Mais ça a quand même donné, au fur et à mesure, peut-être des inspirations musicales à certains jeunes qui souhaitaient justement se lancer dans ce côté rock, mais ce rock qui devenait peut-être après alternatif, ça veut dire que pas forcément punk, pas forcément hard rock, puisqu'on avait au niveau des années 90 déjà des groupes très connus. Nous avions le heavy metal, par exemple avec Metallica qui battait le pavé. Metallica était déjà connu à cette époque, et reconnu aussi, puisque le niveau de certains guitaristes déjà commençait à exceller. On avait aussi du côté hard rock, on avait aussi par exemple les Guns N' Roses, qui était, on appelle, je crois, c'est du rock glamour ou du punk glamour. C'était en gros, si vous voulez, c'était pas que la marginalisation, c'était aussi derrière le côté rockstar. Donc Guns N' Roses, qui était un groupe qui était connu partout aux États-Unis et partout dans le monde, déjà dans les années 90, puisque les albums avaient très très bien fonctionné, mais n'était pas forcément aimé de tous les jeunes, en tout cas pas pour ceux qui voulaient se marginaliser, ce qui a été le cas justement des premiers groupes à Seattle, de jeunes qui ont souhaité prendre un peu de tous ces mouvements, c'est-à-dire le punk rock, le heavy metal et le hard rock, pour pouvoir créer leur propre tendance, c'est-à-dire quelque chose de peut-être plus épuré que le punk, moins rockstar que le hard rock de l'époque, et pas forcément heavy metal, quelque chose qui pouvait permettre de donner une idée de leur état, de l'état mental du moment de ces fameux jeunes qui vivent à Seattle, puisqu'il faut le savoir, la ville était en pleine transition. Alors non seulement elle était assez pluvieuse, donc assez maussade, elle était en pleine transition puisque ça construisait de partout, les buildings commençaient à se construire à Seattle un peu partout. Et les jeunes ne souhaitaient pas, tout comme le milieu punk, ne souhaitaient pas forcément suivre leurs parents dans un déroulement de carrière normal, et souhaitaient vivre en marge de la société, ne pas prendre de responsabilité forcément, avaient un mal-être perpétuel, et donc voulaient l'exprimer en musique. C'est comme ça qu'a émergé la musique grunge. Donc on a eu les premiers acteurs qui ont fait les premiers groupes, c'est-à-dire qu'on a eu des débuts de concerts à Seattle qui ramenaient du monde. Et donc il y a eu effectivement donc des nouveaux groupes qui se sont créés, donc fin 80, début des années 90, qui vont devenir les pionniers de la musique grunge. Il y a eu effectivement les groupes comme Screaming Trees, excusez-moi, avec Mark Lanegan et Andrew Wood pour Mother Love Bone, qui vont commencer à créer une vague d'une musique qui va devenir un peu underground, mélangeant bien sûr le heavy metal, le rock ou le hard rock avec la musique punk. Et dans leurs amis, il y avait effectivement aussi, puisqu'ils faisaient des petits concerts, des gens qui allaient devenir aussi émergents dans cette musique-là et allaient créer leur propre groupe, comme Chris Cornell par exemple pour Alice in Chains, comme Kurt Cobain pour Nirvana, et donc voilà, ils se côtoyaient à cette époque-là, puisque c'était une petite famille, et on va dire qu'ils s'isolaient du milieu du punk. C'était pas forcément leur tasse de thé, et en même temps ils avaient le même mal-être, ils avaient besoin d'exprimer entre guillemets leur mal-être sociétal, ils avaient aussi des addictions aux drogues assez importantes, mais bon voilà, ça
ça leur a donné quand même un côté créatif, puisque par la suite, ils se sont fait remarquer. Hein. Donc il y a eu, par exemple, la maison Sub Pop, qui, alors, la maison Sub Pop était constituée de 2 personnes. Il y a eu effectivement Bruce Cornell et Jonathan Ponelli, qui lui était un organisateur de concerts, qui a prêté plusieurs salles et surtout faisait le visionnage, donc enregistrait tous les concerts afin de les diffuser par la suite. Cette maison a grandi avec Warner Productions, qui a créé une maison de disques qui allait devenir une maison de disques indépendant pour le rock et la musique grunge, pour pouvoir effectivement petit à petit créer les albums de tous les artistes qu'on connaît. Donc une fois que la maison Sub Pop a commencé à produire les premiers groupes, hein, on a connu effectivement petit à petit une petite émergence auprès des jeunes qui aimaient ce côté justement saturé mais pas trop. On va dire que c'était un son rock, punk rock, qui était plus mélodieux, plus agréable à l'oreille. Bon, les paroles étaient toujours les mêmes que les punks, hein. C'était toujours le mal-être exprimé et le dégoût de cette société, ou tout simplement exprimer la dépression, hein, qu'ils avaient à ne pas concevoir peut-être un avenir certain. Voilà, mais ça restait encore, si vous voulez, sur un son qui était écoutable en oreille. Voilà, les sons punk ne plaisaient pas à tout le monde, et eux ont réussi à créer quelque chose de plus ouvert à l'écoute, pas forcément aussi fort que le heavy metal, pas forcément aussi rockstar. Donc là c'était plutôt entre guillemets des gens qui s'habillaient de manière un peu pluieuse, c'était cheveux longs, c'était vêtements déchirés, mais il y avait aussi on va dire un message à travers leur musique, déjà, qui plaisait à beaucoup de jeunes, mais aussi un son qui était quand même plus agréable à l'oreille. Et donc au fur et à mesure, donc des groupes se sont révélés. Alice in Chains a réussi à conquérir le cœur de la population des jeunes américains avec le groupe Ten, avec la musique Ten. Et par la suite, on le sait, c'est Nirvana qui a mis, on va dire, qui a rameuté vraiment le grand public, puisque à l'annonce de leur album Nevermind, c'est devenu un succès mondial. Quand je parle de succès mondial, on ne pouvait pas imaginer qu'une musique qui n'était pas encore à l'époque connue, puisque on connaissait les groupes phares, hein, quand on parle de Metallica et Guns N' Roses, oui, c'était des groupes phares, mais le grunge restait quand même quelque chose d'assez underground, qui n'était pas forcément, qui n'avait pas été forcément conçu pour le grand public, mais je pense que ça correspondait à tout Américain moyen. Alors il faut le savoir, hein, tous les chanteurs de tous ces groupes-là n'étaient pas forcément des gens qui vivaient dans la rue, n'avaient pas forcément des parents pauvres, c'est juste leur état d'être qui faisait que cette société puritaine américaine, religieuse, où des codifications devaient se mettre en place en rentrant à l'âge adulte, c'était des jeunes qui n'en voulaient pas, voilà, qui n'en voulaient pas clairement. Ils voulaient se vivre en autosuffisance, penser par eux-mêmes, pas forcément grandir dans le sens où pas forcément aller vers l'âge adulte au niveau maturité, mais voulaient vivre leur concept suivant leur propre paradigme. Voilà, donc c'est ce qui malheureusement s'est passé pour Nirvana et Alice in Chains, c'est que ça a explosé clairement. Nevermind, qui est un des meilleurs albums grunge, a été 35e de la liste des meilleurs albums mondiaux de tous les temps. Je ne sais pas si on peut imaginer ça. C'est-à-dire que quand on parle d'albums mondiaux
et des meilleures ventes, on parle des gens du moment, hein, c'est-à-dire Michael Jackson, Led Zeppelin, les gens ou les groupes du moment, Madonna, on peut parler des Beatles, on peut parler de Jimmy Cliff ou de Marley, mais on ne pouvait pas imaginer qu'un petit groupe venant de Seattle allait exploser. Quand je dis exploser, c'est qu'allait créer une vague d'un renouveau musical qui était complètement inattendu. On parle de 24 à 25 millions d'albums vendus dans le monde en quelques mois. Vous imaginez, 35e. Le seul problème, c'est que le groupe Nirvana ne s'attendait pas à ça, surtout que la mentalité de Kurt Cobain n'a jamais été de devenir une icône, aussi bien par le fait que il y avait un fan club, hein, on va dire c'est un milieu où il y avait énormément de femmes qui aimaient le grunge, qui aimaient le rock alternatif, et cette explosion, cette vague de fans et de gens qui souhaitaient écouter leur musique a été pour eux quelque chose d'inattendu, et je dirais même pour eux quelque chose de destructeur, parce que quand on est à l'ombre et dans des petites salles obscures pour pouvoir faire la musique, et qu'on arrive petit à petit à être dans des concerts à grand public avec, je sais pas, l'équivalent de 5000, 8000 personnes qui vous regardent, pour certaines personnes, surtout quand on est fragile, comme c'est le cas d'ailleurs de Kurt Cobain, c'est une explosion, c'était ingérable pour lui. Il y en a d'autres aussi, hein, qui n'ont pas pu au fur et à mesure, entre guillemets, s'équilibrer, parce que il y avait deux solutions. Soit c'était effectivement des gens qui fuyaient la masse, puisque c'était des marginaux, hein, de base, mais il y avait aussi leur addiction à la drogue, et quand on est connu, on engrange énormément d'argent, et cet argent-là ne va pas pour forcément se construire une maison, ça part dans l'héroïne. Et c'est ce qui a fait aussi que beaucoup de ces chanteurs ou beaucoup de gens qui étaient dans les groupes de musique grunge ont fini par faire des overdoses. Le chanteur d'Alice in Chains était déjà concerné par ces addictions, et derrière il y a eu énormément de groupes qui ont éclaté, qui n'ont pas pu suivre au succès, ont commencé aussi à ne plus s'entendre, pour la simple et bonne raison que d'assumer comme ça des concerts, déjà ne serait-ce que partout aux États-Unis, mais aussi après dans le monde, demander à avoir une certaine maturité et un certain équilibre. Donc ce qui fait que petit à petit on a commencé à voir les premiers cas de dégradation sur les groupes. Il faut imaginer que à ce moment-là, les groupes ont été mis au grand jour, invités dans les plateaux télé, devaient faire des concerts un petit peu partout aux États-Unis et après dans le monde, puisque ça commençait à se faire connaître partout, hein, en Angleterre, France, ça allait des fois même jusqu'au Japon, hein. Ça a eu un émoi, on peut pas s'imaginer, parce qu'en fait c'est pas que la musique, en fait c'est le fait que ce mal-être qu'avaient les jeunes partout dans le monde, puisqu'on était dans les années 90, donc on arrivait à les périodes de l'an 2000, et le point d'interrogation de ce qu'allait être l'avenir, sachant qu'on savait qu'on était dans des sociétés où le chômage devenait un chômage de masse, où cet avenir à certains en fait était difficile à supporter pour les jeunes qui n'avaient pas de vision de ce qu'était leur future carrière. Et en plus de ça, vous voyez aussi que des parents se tuaient au travail, hein, dans les usines, dans divers métiers qui étaient très durs, vivaient des fois aussi dans la pauvreté. Donc tous les jeunes se sentaient concernés, et
travers cette musique-là, exprimer eux-mêmes leur envie des fois de ne pas continuer à vivre ou de ne pas continuer à rester dans les clous. Voilà, c'est ce qui a fait que cette musique a pris un essor énorme. C'était pas que le contexte musical et mélodieux, mais le concept aussi moral qui en découle. Voilà. On l'a vu par la suite, hein, puisque de toute manière, par exemple, Kurt Cobain a énormément foiré ses concerts. Hein, quand il cassait pas tout, les guitares, les sonos, des fois il refusait de faire certaines musiques. Il y a des musiques qu'il refusait de jouer. Hein, puis des fois aussi c'était pareil, il faisait des allers-retours dans les centres de toxicologie parce qu'il y avait des cas d'overdose. Voilà. C'est pas que Kurt Cobain, hein, ça a été beaucoup de gens dans chaque groupe, ce qui fait que petit à petit la dégradation de la mentalité la dégradation des groupes ont amené à faire des implosions, ce qui fait que quand on a eu les premiers cas de mortalité, ça a été le cas effectivement aussi de Kurt Cobain, donc en 1994 ou 95, qui a détruit complètement le groupe, hein, puisque le groupe s'est disloqué. Il y a eu après la mort du chanteur de Alice in Chains, et puis par la suite il y a eu beaucoup de groupes qui se sont carrément arrêtés ou foirés en concert parce que ça n'allait plus. Hein. D'ailleurs, je pense qu'il y avait déjà cet aperçu-là, déjà ne serait-ce qu'avec le groupe de hard rock Guns N' Roses, qui ne se voyait que pour les concerts vers la fin. C'est-à-dire qu'aucun membre du groupe ne se supportait vers la fin, et ils ne faisaient que des concerts parce qu'ils avaient besoin d'argent, puisqu'ils étaient tous héroïnomanes. C'était alcool et héroïne toute la journée, et le concert était juste un moyen de continuer à prendre un peu d'argent pour pouvoir continuer à se prendre leur dope. Voilà, ça a été petit à petit aussi le même cas dans le grunge, sauf certains groupes qui sont restés vraiment sur une ligne de mire, qui ont souhaité garder entre guillemets un public, et puis peut-être souhaiter tout simplement faire un renouveau musical, c'est-à-dire de ne pas rester que dans le grunge, mais de toucher à plusieurs tendances musicales et à métisser leur musique avec d'autres groupes. Voilà. Alors, il y a eu la fameuse mort de Kurt Cobain. Alors, je vous cache pas que ça a remué énormément de monde, surtout de fans, alors aussi bien hommes que femmes. Il faut le savoir, c'est qu'à cette époque-là, il y a eu des vagues de tentatives ou de suicides, mais très impressionnants. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a eu à peu près plus de 11% de cas en plus de suicides. Ce qui est énorme. Il y en a eu en France aussi. Ce mal-être qu'avait Kurt Cobain, c'était un mal-être qui n'était pas qu'à Kurt Cobain, c'était un mal-être qu'avaient beaucoup de jeunes. Et en plus de jeunes qui sont pas forcément issus de quartiers populaires, mais qui étaient des enfants ou des jeunes adolescents tout à fait normal, c'est-à-dire que c'était des jeunes qui venaient de parents qui avaient de l'argent, qui n'ont pas forcément connu la pauvreté, mais qui manifestaient un besoin d'être anticonformistes, voilà, il y avait ce rapport de à quoi sert la vie, pourquoi continuer si c'est pour être juste un employé de bureau, pourquoi ne pas rester aussi dans le monde de l'adolescence, c'est-à-dire de garder cette part d'innocence, de ne pas se confronter à la réalité de tous les jours, c'est-à-dire d'abord s'occuper d'enfants, travailler, avoir un quotidien qui est récurrent. Voilà, c'est tout ça le grunge, hein. C'est tout un mouvement de pensée. Et ça a commencé à contaminer une bonne partie du monde, hein. C'est-à-dire que même en France, on a commencé à voir des gens qui, alors j'en ai connu puisque je faisais partie d'un lycée de graphistes, qui s'habillaient grunge, qui s'habillaient punk, et qui, pareil, avaient choisi des études, par exemple dans les beaux-arts, pour ne pas faire un boulot ni de comptable, ni de banquier, ni d'assureur, parce que c'était pas leur truc, c'était pas forcément porté par l'argent, mais plus par la liberté de s'exprimer par l'art.
Et donc voilà, vraiment, il y a eu, je parle même pas du nombre de fans, de femmes fans de Kurt Cobain, parce qu'il faut savoir, c'est que tous les groupes, que ça soit Chris Cornell, Kurt Cobain, par la suite Silverchair, que ça soit de divers groupes de rock alternatif, hein, jusqu'à même Guns N' Roses avec Axl Rose, ils avaient des putains de fanbase, c'était hallucinant. Voir le nombre de femmes qu'il y avait en concert, c'était des icônes, c'était vraiment, plus que le côté rockstar, c'était vraiment des icônes. Ils étaient tous avec des cheveux longs, souvent torse nu pendant les concerts, et il faut voir le nombre de fans, de fans femmes, qui tombaient dans les pommes, qui avaient tous les posters. On avait en France les hockey podium, où on avait les posters qui étaient accrochés partout pour ceux qui ont des sœurs à l'époque, ou pour ceux qui étaient des femmes qui avaient à peu près 15 ans, 20 ans à l'époque. C'était hallucinant, impressionnant les émois que ça provoquait aux femmes d'avoir ces jeunes aux cheveux longs, rebelles, qui attiraient vraiment toutes les femmes. Voilà, c'était vraiment les avant boys band, où là c'était plutôt les corps huilés, dégarnis, musclés. Là vraiment, il y a eu, avant les boys band, vraiment c'était les fans de rock alternative ou de grunge. Voilà. Donc suite à la mort de Kurt Cobain et la mort après de d'autres chanteurs des autres groupes de grunge, malheureusement le courant s'est estompé vraiment. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui ne suivaient plus ce mouvement-là, qui étaient vraiment encore en deuil, surtout de la mort de Kurt Cobain, hein, qui a été quand même une mort qui a été très choquante pour la plupart des fans. Sachant que Nirvana, c'était pas que Nirvana était le meilleur groupe grunge, c'est que Nirvana avait quelque chose de spécial. À part Dave Grohl, qui était un bon batteur, qui après est parti d'ailleurs chez les Foo Fighters par la suite, quand le groupe de Nirvana s'est disloqué. Kurt Cobain n'était pas un bon guitariste de base, hein, c'était pas folichon. L'autre bassiste, Chris Novoselic, n'était pas forcément un très bon bassiste, mais il y avait quelque chose qu'on pouvait pas leur retirer. Leur album, surtout Nevermind, transportait au-delà du son. Elle nous mettait dans un état de léthargie qu'on peut pas expliquer. Quand on l'écoute, on est vraiment transporté autre part. Ça portait bien le nom Nirvana. Le Nirvana, c'est ça, c'est l'état de conscience dans un autre monde, dans un état vraiment qui nous éveille. Et quand on écoute l'album, effectivement, sachant plus que beaucoup de musique était vraiment très très bonne dans cet album, hein. Il y a très peu de choses à jeter, hein. Il y a peut-être 3 musiques qui sont pas folichonnes, mais l'ensemble de l'album, c'est une tuerie, quoi. C'est une tuerie. Si on oublie les paroles en traduction en français, il y avait quelque chose qui sortait de cette musique, vraiment qui sortait de cette musique. On peut pas l'expliquer. Même quelqu'un qui n'aime pas le rock ou le heavy metal va aimer Nirvana, parce qu'il y a quelque chose qui est transcendant dans leur musique. Ça a été le cas aussi pour d'autres groupes, hein, qui ont fait quand même des très très bonnes musiques, mais Nirvana, il y avait quelque chose de particulier qu'on ne pouvait pas voir ailleurs. Je vous mettrai des extraits vers la fin de l'émission. Et ça a été compliqué de relancer la machine grunge. On arrivait vers la fin des années 90, début 2000, et il fallait qu'il y ait quelque chose qui repousse ce mouvement. Et là est arrivée une bande de gamins de 15-16 ans, pas plus, avec le chanteur qui d'ailleurs ressemblait à Kurt Cobain. Et ils avaient une musique qui vraiment nous a relancé dans ce mouvement rock alternatif. Ça a été Silverchair. Silverchair,
D'ailleurs même la fameuse Courtney Love qui a vu le petit chanteur de Silverchair, hein, des yeux bleus, tête blonde et puis avec une voix aussi particulière, qui a dit ce salopard il ressemble à mon mari, quoi. C'était ça. Il avait moins la voix métallique, mais quand même il y avait quelque chose, quoi. Si je te dis des gamins qui arrivent comme ça d'Australie, ils arrivent d'Australie, inconnus au bataillon, balancent une musique et tout de suite en quelques mois ont monté au niveau des charts. C'est-à-dire que c'est comme si on avait perdu Kurt Cobain pour retrouver un petit bout de Kurt Cobain dans un autre artiste, enfin dans un autre groupe. Silverchair est vraiment quelque chose qui a relancé un petit peu la machine du grunge, et tout en ayant plusieurs tendances en plus, hein. C'est-à-dire que c'est des petits jeunes qui n'avaient pas l'âge de Kurt Cobain, hein, et donc eux ont pioché un petit peu dans plusieurs tendances, le heavy, le rock, la punk, le hard rock, et ont créé leur propre musique. Mais ce style musical, franchement, ils ont sorti des très 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 bons tubes. Et eux aussi, comme Nirvana, ont explosé en quelques mois. En quelques mois, ils sont devenus multimillionnaires pour des gamins de 16 ans, avec des parents qui venaient les voir en studio. Je ne sais pas si vous imaginez. Pareil pour eux. Alors eux, c'était pas pareil. Ils venaient d'Australie, n'avaient pas d'addiction à la drogue, faisaient encore leurs études, donc ça leur a permis, plus les parents qui étaient derrière. Il faut le savoir, les parents venaient en studio et venaient en concert. Donc ce qui fait que ça leur a quand même, heureusement, permis de garder la tête sur les épaules, mais venir à leur âge multimillionnaire, on peut pas s'imaginer. Et ça relançait aussi toutes les femmes fans de Kurt Cobain à venir écouter ce groupe qui leur donnait des sensations aussi un petit peu comme dans les concerts de Nirvana. Et voilà, donc ça, mais c'était évident que à l'âge qu'ils avaient, les tendances musicales allaient peut-être petit à petit aussi s'estomper, hein, c'est-à-dire qu'ils prenaient de l'âge et le groupe n'allait pas, avait des désirs de peut-être chanter en solo, surtout pour le chanteur principal, et petit à petit c'est pareil, ils ont tenu quelques années sur le pavé en sortant 3-4 albums faciles, qui ont très très bien marché d'ailleurs, mais voilà, le chanteur a fait des albums solo par la suite, et le grunge s'est un petit peu désagrégé quand on arrivait déjà dans les 2003-2004, mais malgré que la tendance grunge pure a disparu, il y a eu quand même après d'autres groupes de rock alternatif qui ont quand même puisé leur essence dans le grunge et ont perduré après. Pearl Jam a quand même un groupe qui a tenu sur le temps, a tenu de nombreuses années. Alice in Chains, eux, une fois que la mort du chanteur principal pour overdose a eu lieu, ils n'ont pas continué. Et il y a eu d'autres groupes de rock qu'on verra, comme Foo Fighters, Skunk Anansi, etc., qui ont été des groupes qui ont émergé par la suite, qui ont tenu un petit peu dans les années 2000, mais qui ont fini aussi par s'estomper au fur et à mesure, puisqu'il y avait l'industrie du rap américain, qui commençait à pousser au portillon, c'est-à-dire que déjà en 96, le rap tout comme le rock a émergé, c'est-à-dire que le monde était partagé entre le rap US et le rock alternatif, hard rock, etc. Et donc il y avait autant de fans du côté rap que du côté rock. Sauf que le rap commençait à être une nouvelle vague qui devenait de plus en plus créatrice. Le milieu du rap black américain a explosé, puisqu'on a eu des gros groupes comme Wu-Tang Clan qui ont lancé des mouvances de rap de plus en plus différents entre les combats West Coast, East Coast, etc., qui a fait qu'à un moment ou un autre, les maisons de disques préféraient miser dans le rap US
que dans le rock. Voilà, donc il y avait encore des maisons de disques qui produisaient, mais on va dire que l'audience était moins bonne que dans le rap. Voilà, c'est toujours une question de maison de disques, comme aujourd'hui encore, hein, on peut le constater. Voilà, c'est toujours les maisons de disques qui déterminent en fonction des ventes quelle va être la tendance la plus adaptée pour eux en tout cas à faire du business, à autoproduire ou à produire. Voilà, c'est ainsi que s'achève l'histoire du grunge. Je vous mettrai un petit peu quelques bandes musicales afin de pouvoir tout simplement vous revivre cette époque-là avec tous les groupes qui ont émergé à cette époque. Voilà, je ne peux pas être trop long. Il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, je m'en excuse. Si vous avez des suggestions de thèmes à aborder, par exemple dans la musique, je suis ouvert à tout. J'ai quand même une grande panel musicale et je vous souhaite en tout cas une excellente fin de visionnage et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux émissions. À bientôt.